Léa, 27 ans, nous raconte la terrifiante histoire qui lui est arrivée il y a 10 ans jour pour jour le soir d'Halloween 2015. Avec ses deux copines Charlotte et Mélanie, elles avaient pour habitude de se retrouver les week-ends pour faire diverses activités, passer du temps toutes les trois. Pour changer de leur soirée habituelle, Charlotte avait soufflé l'idée de passer la nuit dans un Airbnb pour fêter Halloween. Le trio sont comme des sœurs, elles se connaissent depuis l'école primaire. Elles ont l'habitude de ce genre de petits week-ends. Mais depuis quelque temps, des tensions se font ressentir dans le groupe. Mélanie est en train de se séparer de son petit copain. C'est très dur pour elle. Elle est tendue et a du mal à gérer ses émotions. Nous sommes donc le 31 octobre 2015, jour d'Halloween, et les trois sœurs, ou plutôt les trois amies, se retrouve chez Mélanie pour pouvoir partir avec sa voiture. Mélanie aime bien prendre les choses en main. C'est donc elle qui s'est occupée de la réservation du Airbnb. Charlotte et Léa lui font confiance aveuglément pour les activités, comme elles ont toujours passé de bons moments. Elle travaille dans l'événementiel, c'est donc naturel pour elle d'organiser ce genre de sortie. Et ça s'est toujours bien passé jusqu'à ce fameux soir d'Halloween que jamais Léa n'oubliera. Elles sont parties l'après-midi. Dans la voiture, Léa se souvient avoir demandé à Mélanie leur destination, ce à quoi elle lui répondit que c'était une surprise. C'est avec Charlotte que les relations se sont le plus dégradées depuis sa séparation. On sent vraiment une atmosphère chargée entre les deux. Après 2 ou 3 heures de route au milieu de nulle part, traversant montagnes, rivières et forêts, elles finissent par arriver proche d'une propriété isolée, une sorte de ranch comme on les imagine aux États-Unis, avec des barrières en bois tout autour du domaine. Au centre, une vieille ferme d'époque domine les lieux, accompagnée d'une grange à quelques dizaines de pas à peine à l'est de la maison. À peine garé que le propriétaire sort de la maison et vient à leur rencontre. Bonjour et bienvenue à la ferme The Trap. C'est un homme d'âge moyen, la quarantaine, avec un accent allemand qui les accueille. Plutôt charmant, bien habillé, blond, assez mince avec des lunettes et un col roulé gris. Vraiment pas le genre auquel on s'attend pour tenir une ferme. Chacune des trois amies a un sac de voyage contenant le strict nécessaire pour la nuit. Mélanie va tout de suite serrer la main au propriétaire. Charlotte et Léa observent les alentours. Léa ne sait pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose de lourd dans cet endroit reculé. C'est impossible à décrire, mais ce n'est pas le genre d'endroit où vous seriez allé pour fêter Halloween. Comme si c'était trop réaliste et dérangeant pour l'ambiance fun à laquelle elle s'attendait. La façon dont le propriétaire a de se présenter avec un tel enthousiasme perturbe un peu Léa. Elle jette des regards à Charlotte qui lui les rend. « J'espère que vous avez fait une bonne route, je suis Monsieur The Trap. Suivez-moi, je vais vous faire le tour du propriétaire. » Dit le monsieur avec un large sourire. Il n'a pas lâché la main de Mélanie pendant tout son monologue. À la seconde où Léa met le pied dans la maison, elle sent un espèce de courant d'air froid et morbide la traverser, ce qui lui glace le sang. Les trois amis font le tour de la vieille maison tapissée du sol au plafond d'un papier peint absolument immonde, avec des motifs de fleurs qui se répètent inlassablement sur un fond blanc jaune délavé. Dans la cuisine, il y a un vieux fourneau à bois. Dans le salon, une cheminée immense et un espèce de plancher qui grince dans toute la maison. À cet instant, une petite voix chuchote à Léa de partir et qu'elle n'est pas en sécurité ici. C'est comme si la porte d'entrée était la frontière entre le présent et le passé des années 50 qui n'a jamais quitté cette maison. En rentrant, Charlotte fait même la réflexion suivante. C'est quoi ça? C'est une maison hantée ou quoi? Mélanie se tourne vers elle, mais elle est stoppée dans sa course par le propriétaire et son accent allemand a coupé au couteau. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas tout. Long silence gêné, puis elle monte visiter les chambres qui sont au nombre total de 4 à l'étage. Léa se dit qu'elle n'aura même pas besoin de se raconter des histoires de fantômes dans cette maison qui en est sûrement remplie. Et que même avec 50 chambres, elle ne voudrait pas dormir toute seule dans cette maison. En haut des escaliers à l'étage, un long couloir dessert les chambres. Il y a des cadres avec des vieilles photos au mur. Léa ferme la marche et s'arrête quelques secondes devant l'une d'entre elles. On y voit des gens très souriants, peut-être même trop souriants. C'est à l'image de ce lieu, dérangeant et déstabilisant. Les lits immenses en bois et leur commode juste en face.
On se croirait dans un musée d'un autre temps. Léa ne fait pas vraiment attention à ce que le propriétaire explique sur le lieu, mais de ce qu'elle a compris, il avait racheté pour en faire une sorte d'hébergement un peu insolite. Par la fenêtre, la grange en bois à côté de la voiture lui fait réaliser que la lumière commence peu à peu à baisser. Il commence à être tard. Elle redescend dans le salon. À côté de l'imposante cheminée en pierre se trouve un vieux meuble avec une télé en 3 dimensions, énorme, posée dessus, avec un lecteur cassette et un lecteur DVD. Voilà, la maison est à vous, essayez de ne rien abîmer. Vous serez mes derniers locataires. J'ai vendu la ferme, les prochains propriétaires arrivent la semaine prochaine. Il y a quelques DVD et VHS dans la bibliothèque. Il y a quelques films d'horreur, mais je vous demanderai de ne pas allumer la cheminée. Le téléphone de Léa indique qu'il n'y a absolument pas de réseau, ce qui n'est pas pour la défaire de cette drôle de sensation un peu glauque que cet endroit lui inspire. En sortant de la maison, il est facile de constater qu'il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Léa n'a pas pris de sac de couchage, donc elle espère que le chauffage fonctionne. Le propriétaire leur dit au revoir et serre la main de Mélanie en la fixant droit dans les yeux. Avec le recul, Léa se dit que son air sérieux était finalement plus un air inquiet. Profitez bien de votre soirée et n'oubliez pas toucher à la cheminée. Elle n'est pas ramenée et vous pourriez vous intoxiquer. Le propriétaire finit par partir avec un sac de voyage dans son vieux 4x4 Suzuki. J'ai oublié de lui demander le code Wi-Fi, dit Charlotte. Cette réflexion agace Mélanie qui dévisage Charlotte. Bien sûr que non, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de réseau, c'est la déconnexion totale. Idée plutôt séduisante, en théorie. Léa, Charlotte et Mélanie tombent peu à peu dans tous les pièges des films d'horreur qu'elles aiment regarder toutes les trois lors de leur soirée pyjama. Mélanie se dirige en direction de la maison et entre à l'intérieur. Léa n'est pas pressée d'y retourner mais ne dit rien et les suit dans le salon. Mélanie a de plus en plus l'air triste, elle est comme absente. Léa brise la glace en disant qu'il était hors de question qu'elle dorme toute seule dans l'une de ces chambres de cette maison qui est probablement hantée. Elle le dit sur le ton de la rigolade. Charlotte explose de rire et Mélanie finit par se décoincer. Tu as raison, nous irons chercher les matelas et les mettrons dans le salon et on dormira tout ensemble. Il commence vraiment à faire sombre dans la maison, mais dehors ça va encore. Elle décide quand même d'allumer toutes les lumières pour pouvoir y voir quelque chose. Léa se dirige dans la cuisine et ouvre le frigo. Il est totalement vide à l'exception d'un pack de bière. C'est vraiment la seule chose que contient le frigo. Et aucune des trois ne boit d'alcool. Elles rebroussent alors chemin et font environ 30 minutes de voiture pour rejoindre la seule supérette à des kilomètres à la ronde dans le dernier village dans lequel elles sont passées avant qu'elle ne ferme. Une fois sorties du chemin emmenant à la propriété, il n'y a qu'une seule route qui mène au village, et heureusement parce qu'il n'y a pas de réseau, donc pas de GPS. Sur le trajet proche du village, une fois le réseau retrouvé, le téléphone de Mélanie ne fait que sonner. C'est son ex-copain, Johan, du moins c'est ce que son téléphone affiche. Mais elle ne répond pas, et elle éteint même son téléphone. Elles arrivent de justesse à la supérette aux alentours de 18h30. Et comme nous sommes le 31 octobre, nous avons déjà changé d'heure. Il fait très sombre. Une fois à l'arrêt, Mélanie confie que la maison n'a absolument rien à voir avec les photos du site, mais que comme elles ont fait des heures de route, elles vont dormir là et qu'au petit matin, elles partiraient. Et avec Johan, ça s'est arrangé ou pas? Léa finit par lancer à Mélanie. J'ai pas envie d'en parler, dit-elle, le regard dans le vide. Charlotte, qui ne manque jamais une occasion de dire ce qu'elle pense, contre-attaque. Si t'avais moins chaud au cul et que t'arrêtais de le tromper, vous en seriez pas là aussi. Quelle drôle d'amitié elles entretiennent. Elles sont amies mais passent leur temps à se disputer. Léa ne les a jamais vues toutes les deux ensemble d'ailleurs. Avec le temps, elle a fini par devenir le pont qui les lie. Comme à son habitude, elle intervient et empêche la situation de dégénérer. Mélanie semble très énervée. Elle rentre dans la supérette, la première. À l'intérieur, il y a quelques clients qui regardent les trois amis d'une drôle de manière. Elles achètent des chips, des trucs à grignoter, des sodas, tout ce qu'il faut pour grignoter devant la télévision ou autour d'un jeu de cartes. Sur le chemin du retour, il fait nuit noire et Léa se rappelle de l'instant où le réseau s'en est allé. Elle regardait une vidéo sur internet. Lorsque celle-ci s'arrêta brusquement. Au même moment, elle lève les yeux sur le pare-brise dans l'obscurité sur cette route de montagne et elle y voit quelque chose sur le bord de la route à travers les feux de la voiture. Une fois à une distance convenable, elle finit par distinguer ce que c'est. Il y a quelqu'un en train de courir, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait son jogging. Cette personne court très vite,
comme si elle sprintait. Une silhouette fine et très grande, habillée tout en noir avec ce qui ressemble à un manteau très long, avec une capuche. Il déplaçait son corps méthodiquement. Ses bras squelettiques réalisaient un mouvement de balancier parfait et ses jambes se pliaient également parfaitement à 90 degrés. Terrifiant. Mélanie, qui était occupée à envoyer des messages à Johan, regardait à peine la route. Tout ça s'est passé en quelques secondes. Quand Léa a compris qu'elles allaient rentrer dans cet individu ou cette chose, elle a hurlé de faire attention à Mélanie, qui mettait un coup de volant sur la gauche. En le dépassant pendant une seconde, Léa est sûre que ça la regardait. C'était très intense. Mélanie s'est arrêtée environ 200 mètres plus loin pour reprendre ses esprits. C'est alors que dans le rétroviseur, la personne qui sprintait s'est arrêtée, éclairée en rouge par les feux stop de la voiture. Une seconde plus tard, il s'est mis à marcher. La panique commençait à s'installer dans la voiture. Léa ordonne à Mélanie de redémarrer. Charlotte, qui était assise à l'arrière, regardait dans le pare-brise arrière et dit de vite partir, dans une voix remplie de panique. Mélanie prend une seconde pour respirer, et la personne se met à marcher de plus en plus vite, jusqu'à sprinter dans leur direction comme si sa vie en dépendait. Léa hurle une dernière fois « Démarre, putain !» Elles sont finalement parties et ont roulé comme des malades, tellement qu'elles avaient peur. Assez vite pour que la personne à pied ne puisse les retrouver. Enfin, arrivé à la maison, aucune des trois n'avait le cœur à rire. Il faisait froid, et chaque expiration faisait apparaître une espèce de buée dans la nuit glaciale. Elles rentrent dans la maison avec leur sac de course, Mélanie toujours la première. Une fois dans la cuisine, Charlotte s'énerve et dit qu'elle devrait partir immédiatement. Mélanie, qui a l'air très agacée, s'énerve et hurle qu'elles partiront demain matin, que tout va bien, que c'était juste un jogger. Elle les fixe dans les yeux, mais Léa ne reconnaît plus son amie. Elle a un drôle de regard. Léa réalise qu'elles ont pris sa voiture et qu'elles sont à la merci de ses caprices. Charlotte aussi aimerait rentrer. Alors, comme à son habitude, Léa calme les esprits et les tensions redescendent. Il fait froid, et Léa demande à Charlotte d'allumer tous les chauffages qu'elle trouve. Pendant ce temps, Mélanie prépare le plateau repas. Il ne lui reste plus qu'à rassembler leurs affaires et les matelas dans le salon pour passer la nuit. Il y a vraiment quelque chose de glauque dans cette maison. En haut de l'escalier, Léa emprunte le long couloir qui mène aux chambres. Et son regard est encore une fois attiré vers les cadres des photos. En arrivant tout à l'heure, les gens avaient vraiment l'air heureux sur les photos. Ils souriaient tous sans exception. Léa est totalement tétanisée et terrifiée en découvrant que les mêmes visages qui souriaient tout à l'heure ont changé d'expression. Ils sont maintenant fermés. Ils ne sourient plus du tout et ont même l'air inquiets. À cet instant, un énorme frisson lui traverse tout le corps. Elle est absolument sûre d'avoir vu des visages souriants tout à l'heure. Alors pourquoi maintenant ils ont l'air de lui ordonner de partir? Au milieu du couloir, Léa se sent incroyablement vulnérable. Elle finit par réussir à bouger son corps et se dépêche de prendre 3 matelas et de descendre les sacs sous le regard des étrangers en photo qui ont tous l'air de la fixée. Une fois dans le salon, Léa garde tout ça pour elle, parce que si elle en parlait, on lui dirait sûrement qu'elle a juste mal vu tout à l'heure. Mais elle sait ce qu'elle a vu. Elle retrouve enfin Charlotte, et n'a jamais été aussi contente de voir un autre être humain de sa vie. Elle a quand même l'air aussi inquiète qu'elle. Mélanie n'est pas là, elle finit par réapparaître au bout de quelques minutes. Elle a plutôt l'air détendue au point où ça en devient cringe. Elle dit avec la plus grande autorité qu'elles partiront demain et qu'elles vont passer une bonne soirée. Ce n'est pas parce que c'est Halloween qu'il faut devenir parano. Léa a tellement peur dans cette maison qu'elle décide de se forcer à l'écouter pour pas que son cœur s'arrête. Alors, t'as allumé les chauffages, Charlotte? Ouais, je suis gelée. Charlotte et Léa font la réflexion qu'il fait vraiment très froid. Mais Mélanie ne semble pas avoir froid et elle dit qu'elles abusent. Elle porte un t-shirt alors que Charlotte et Léa ont un pull et ont très froid. Charlotte décide finalement de choisir Toy Story comme film. Tout pour faire oublier leur situation, donc pas un film d'horreur. Le film commence et les 3 amis mangent comme au bon vieux temps. Elles rigolent et oublient même leur situation. Mélanie se calme d'un coup et dit à Léa qu'elle a oublié son écharpe sur le lit à l'étage. Le ton froid qu'elle adopte la ramène sur terre et lui rappelle où elles sont.
et l'étage silencieux, sombre et terrifiant qu'il y a au-dessus de leur tête. Il est absolument hors de question que je monte, j'ai trop peur en haut. C'est le dernier moment où Mélanie avait l'air à peu près normale. Un silence gêné s'installe. Mélanie finit par dire que c'est vraiment une chochotte et qu'elle va y aller elle-même. Elle monte, au bout de quelques minutes, elle ne redescend toujours pas. Léa prend son courage à deux mains parce que Charlotte a fini par s'endormir. Elle monte doucement les escaliers. Des chuchotements et des discussions semblent venir du couloir. Peut-être qu'elle a trouvé du réseau et qu'elle est en pleine discussion avec Johan. Sauf que son téléphone est resté sur le matelas en bas. En haut de l'escalier, Léa passe sa tête à travers la porte. Il n'y a qu'une lumière sur le mur allumé. Et Mélanie est au milieu du couloir en train de discuter toute seule, en direction du fond du couloir qui est plongé dans l'obscurité. Léa explique qu'elle est à peu près sûre d'avoir aperçu une silhouette au fond du couloir, une silhouette totalement noire. Elle ne dit rien, ne fait aucun bruit. Morte de peur, et Mélanie commence à se tourner dans sa direction. Léa se faufile alors jusqu'en bas sans faire le moindre bruit. Elle réveille Charlotte, lui dit ce qu'elle a vu et qu'elle croit qu'il y a quelqu'un en haut et que Mélanie ne va pas bien. Pendant que Charlotte émerge, des bruits de pas font comprendre à Léa que Mélanie descend les marches de l'imposante demeure. « Léa, pourquoi tu écoutes aux portes ?» dit-elle d'une drôle de voix, étrangement calme et posée mais absolument terrifiante. Charlotte chuchote de prendre ses clés de voiture, mais Léa a beau les chercher, elle ne les trouve pas. En sortant de la cuisine, elle tombe nez à nez avec Mélanie qui sourit uniquement de la bouche, mais certainement pas des yeux. Il lui demande si elle cherche quelque chose. Léa essaye d'improviser un mensonge, mais elle se contente de lui demander à qui elle parlait en haut. Ce à quoi Mélanie lui répond qu'elle ne parlait absolument pas. Charlotte et Léa sont partagées entre l'envie de fuir en courant et d'attendre que la nuit passe. Si elles étaient parties, elles auraient pu faire une mauvaise rencontre ou se perdre. Après tout, Mélanie traverse une mauvaise passe. C'est normal qu'elle pète un peu les plombs. Il ne restait plus que quelques heures avant le lever du soleil. Léa et Charlotte ont dormi blotties l'une contre l'autre, terrifiées. Elles ont tout fait pour ne pas s'endormir. Mais ça a fini par arriver. Léa s'est endormie et s'est réveillée quelques heures plus tard parce qu'elle entendait du bruit et qu'elle avait étrangement chaud. En ouvrant les yeux, Léa constate que Mélanie a réussi à allumer la cheminée, qu'il y avait des très grandes flammes. Quand elle a senti que Léa s'était réveillée, elle a tourné sa tête très lentement vers elle. Avec un large sourire et un regard de folle. Elle a simplement dit qu'elle avait réussi à allumer la cheminée, ce à quoi Léa lui répond « D'accord ». Les flammes de la cheminée étaient absolument immenses et il y avait de la fumée partout dans la maison. Léa a vraiment très peur, elle commence à se dire que son amie essaye de leur faire du mal, avec son regard de folle. La seule consigne du propriétaire, c'était de ne pas allumer la cheminée. Mélanie fixe Léa droit dans les yeux. Elle dit qu'elle revient. Elle va chercher quelque chose en haut. Elle emprunte l'escalier doucement. L'instinct de Léa la pousse à se dire qu'elle devrait s'enfuir et qu'il y a vraiment quelque chose de malsain dans cette demeure. Sur le point de franchir la porte d'entrée, Léa fait demi-tour pour aller réveiller Charlotte. Ce qui est bizarre, c'est que Léa a vraiment galéré à la réveiller. Le temps était compté avant que Mélanie ne redescende. Une fois Charlotte réveillée, les deux amies sortent de la maison. Le soleil commençait à peine à se lever. En se retournant à la fenêtre d'une des chambres en haut, Mélanie était là, regardant ses amis, immobile. Au bout de quelques secondes, elle se décida à bouger, et au moment où elle est sortie de sa position de statue, Léa aperçut une silhouette squelettique derrière elle, totalement immobile et totalement noire. D'un coup, toutes les lumières se sont éteintes. Charlotte et Léa marchent jusqu'à tomber sur quelqu'un. Un agriculteur. Elle lui explique qu'elles ont passé la nuit dans une ferme un peu plus haut et que leur ami ne se sent vraiment pas bien. L'agriculteur leur demande alors si elle parle de la vieille ferme abandonnée. Il finit par déposer les deux amis à la gendarmerie la plus proche. Une fois à la gendarmerie, et après avoir expliqué leur histoire, Charlotte et Léa, accompagnées d'une patrouille, retournent à la ferme pour discuter avec Mélanie. Une fois arrivés à la ferme, les gendarmes tentent d'appeler le propriétaire. Mais jamais
il ne répondra. Ils appellent Mélanie à plusieurs reprises. Ils ont fouillé toute la maison et au bout d'un quart d'heure, les gendarmes appellent Charlotte et Léa et leur demandent de venir. Mais après ce qu'il s'est passé, elles n'ont pas du tout l'intention de retourner dans cette maison. Ils finissent par sortir et disent qu'il n'y a absolument personne à l'intérieur. Pourtant, il y a bien sa voiture et ses affaires, mais aucune trace de Mélanie. Léa et Charlotte n'ont jamais revu le propriétaire. Elles ont été longuement entendues par les gendarmes. Des fouilles ont été effectuées et elles ont même été suspectées de la disparition de leur ami. Son ex-copain Johan aussi, mais ce soir-là, il était au cinéma avec des amis. Aucun échange de messages entre lui et Mélanie n'a été retrouvé dans son téléphone la nuit d'Halloween 2015. Ce jour-là, Mélanie a disparu. Personne ne l'a jamais revue.